Les suicides de tétraplégiques. Hier, on vous a raconté l'histoire d'un monsieur qui... C'est vraiment exceptionnel. Il s'est enlevé la vie lui-même en se privant. Donc, son seul pouvoir de suicide étant tétraplégique, n'étant pas capable d'utiliser ses membres, c'est de se priver de nourriture et il l'a fait. Et en 61 jours, il en est décédé. Le cas de M. Mayence. Ce matin, le journal nous apprend que c'est pas le seul cas, c'est pas le premier cas. On dit dans les 6 derniers mois seulement 3 suicides de tétraplégiques. Walter Zelaya est de l'organisme Mémo Québec. Bonjour. Oui, bonjour. 3 cas. La vie des tétraplégiques, c'est vraiment dur. Ce sont des gens qui se posent souvent la question de leur qualité de vie, j'ai l'impression. Hein? Bien, c'est certain que les tétraplégiques vivent des difficultés importantes et souvent très importantes. Ceci étant dit, il y en a beaucoup de tétraplégiques qui peuvent s'épanouir. Puis je dirais la très, très grande majorité des personnes tétraplégiques qui sont membres de notre organisme ou avec qui nous travaillons, c'est des personnes qui s'épanouissent, qui font des réalisations, qui mènent une vie, je dirais, presque normale, outre l'handicap, et qui peuvent apporter énormément à la société, des gens qui mènent des carrières intéressantes, des carrières importantes, qui au niveau personnel, au niveau familial, vont avoir des réalisations qui sont très importantes. Alors, oui, c'est difficile, la question liée à la tétraplégie, et voilà, mais quand ces personnes-là peuvent avoir ce dont qu'elles ont besoin, peuvent s'épanouir et se réaliser. Mm-hmm. Le désespoir, là, un cas comme celui de M. Mayence qui dit « Moi, je l'accepte pas, là, je veux pas vivre comme ça ». Comment je vous dirais ça? Est-ce que c'est une phase inévitable? C'est-à-dire, est-ce que même ceux qui, vous me dites aujourd'hui, ils vivent heureux, ou ils ont repris le dessus, ou ils se réalisent, est-ce qu'il n'est pas inévitable, après, quand c'est accidentel, de traverser une période de complet désespoir? Là? Mais, oui, et je vous dirais en partie, mais faisons attention. Faisons pas de raccourcis. Je pense que n'importe qui, vous et moi, on peut passer des périodes difficiles dans la vie. Avec tous nos membres. Avec exactement tous nos membres, puis qu'on peut avoir des périodes de désespoir, des périodes extrêmement difficiles dans la vie, parce que voilà, ça fait partie de la vie, finalement, les défis et les obstacles auxquels on doit faire face. Le problème qui se pose dans les 3 cas que nous avons, c'est que l'analyse que nous, comme à Moelle épinière et Motricité Québec, on fait, c'est que à quelque part, l'État a failli à ses devoirs, à ses responsabilités de supporter ces personnes-là. Donc vous dites, le désespoir, à ce niveau-là, il est dû à un manque de soins. Entre autres, c'est-à-dire ces personnes-là ne se sont pas suicidées parce qu'elles sont tétraplégiques. Ces personnes-là se sont suicidées plusieurs années après de vivre avec la tétraplégie, mais ils se sont butés à des problèmes importants. Dans un des cas, c'est un problème de bureaucratie importante face à une société d'État que finalement... Est-ce qu'on peut donner des détails? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été vécu? Finalement, c'est long, c'est que l'entourage nous a dit la famille n'en pouvait plus faire face à un accident de la route que la personne a eu, et face à la bureaucratie qui a eu venant de la SAAC. Et donc, il n'en pouvait plus. Et ce n'est pas juste la personne qui s'est suicidée, elle s'est suicidée avec sa conjointe. C'était un pacte de suicide qui ont fait les deux. Il n'en pouvait plus de devoir se battre constamment pour avoir accès à ce dont ils avaient droit. Si on se fie toujours aux paroles de l'entourage, c'est ce qui nous a été rapporté. Dans l'autre cas, c'est une personne qui a dû se battre jusqu'à la dernière minute pour ne pas être mis dehors de son logement dans le centre d'hébergement où se trouvait ou habité depuis plusieurs années. Parce qu'on voulait l'expulser du centre d'hébergement. On voulait l'expulser parce que les règlements ont changé finalement en cours de route et donc c'est une victime collatérale. Donc, je comprends. Ce que vous me dites, à fond, c'est pire que pas avoir de service. C'est des gens qui ont vécu de la part des instances ou des services publics des dommages là, ou une pression. Là. Exactement. Et dans les derniers cas, nous autres, on a accompagné cette personne, Pierre, dans le cas qui nous occupe. C'est une personne qui a porté énormément. Il y avait son entreprise. Il a continué à mener son entreprise. Son accident, il l'a eu en 2010. Et après son accident, nous, on a continué à gérer son entreprise. À gérer son entreprise, une entreprise qui allait bien. Il y avait des projets. Mais suite à toujours selon ce qu'on nous rapporte l'entourage, c'est que lui-même, il a dit à notre organisme le mois de mai, mais il s'est ramassé depuis le mois de décembre, janvier, avec
avec finalement des plaies de pression à cause des soins pas appropriés qui lui ont été fournis dans le centre d'hébergement où il s'est trouvé. Et là, il s'est trouvé pendant des mois et des mois et des mois, il sans voir aucune issue. Quand est-ce qu'alité complètement, 23 heures sur 24 à l'été. Il sait à ce moment-là qu'il va demander, il dit, ben moi, j'en peux plus. Alors la question qu'on doit se poser, ben écoutez, qu'est-ce que comme société on fait? À quel point on est arrivé que nos soins et les services qu'on offre sont si déshumanisés? Donc la question qu'on s'est posée dans les 24 dernières heures, est-ce qu'il faudrait, par exemple, élargir le suicide assisté pour des personnes tétraplégiques? Parce que c'est un peu la question, avec le monsieur qui fait une sorte de grève de la faim ou qui arrête de se nourrir, la question s'est posée comme ça. Vous dites que ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser, là. Non, c'est-à-dire que dans un moment donné, comme société, il va falloir se poser cette question-là. Nous, on dit, mais attention, ne faisons pas de raccourcis. Avant ça, il y a d'autres questions qu'on doit se poser. Il y a crainte qu'on doit avoir et qu'on doit se poser comme société. Il ne faudrait pas que pour faire des économies, parce que l'État a failli à son devoir de venir en aide et de supporter les plus vulnérables de la société, on va finalement dire que les suicides assistés, c'est la voie d'en sortir. Nous, on se dit, si dans un moment donné, une personne qui a tous les soins et qui malgré qui a tout le support nécessaire et que malgré cette situation-là considère que son handicap est si lourd qu'il n'a plus de qualité de vie, ben voilà, posons les débats. Par contre, dans les cas présents, on voit il y a des éléments concrets qui nous démontrent que tout n'a pas été fait pour aider ces gens-là. Exactement. Et donc, c'est plus facile de faire ce débat-là. Puis, dans ce sens-là, on dit, ben, c'est important que le milieu qui vienne en aide à ces personnes-là, ben, on supporte ces milieux-là. M. Zelaya, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.